bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Avec nous ce soir, Florent Vadillo, bienvenue. Bonsoir. Président du think tank L'Hétairie, ancien conseiller spécial du garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Je précise que vous êtes directeur de campagne de la candidate socialiste à Périgueux, Delphine Labaille. On va donc voir, la voici, la liste de tous les candidats là-bas. Et je rappelle enfin le titre de votre livre, Les espions de l'Élysée. Éric Delannoy, bienvenue à vous également, économiste. Bonjour. Et président fondateur du cabinet Tenzing. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, bienvenue et merci d'être avec nous. Jean-Pierre Mignard, avocat, cofondateur du laboratoire d'idées politiques de la Terre. Merci à tous les quatre d'être ici. On a beaucoup entendu ce week-end que ce 49.3 mettait un terme clair et définitif au débat parlementaire sur la réforme des retraites. C'est faux, Éric Delannoy, les débats ne s'arrêtent pas pour autant ? Ils ne vont pas s'arrêter pour au moins 3 raisons. La première, c'est que d'abord, rien n'empêche les syndicats de continuer à négocier. On le voit bien, ne serait-ce que sur les avocats, en l'occurrence, il y a des avancées qui ont été faites. Donc les pourparlers continuent avec les différentes catégories de professions. La deuxième raison, c'est que en fait, la procédure au 49.3 ne concerne que la première lecture. Il va y avoir un passage au Sénat, il y aura un retour à l'Assemblée. Il est évident que cette procédure peut être utilisée par la suite, notamment au retour à l'Assemblée. Mais là, il faudra peut-être préciser des règles du jeu par rapport à la capacité à gérer un débat parlementaire. Et enfin, de mon point de vue, je pense qu'il y a toujours une volonté d'avancer. Le texte qui va être porté, c'est un texte qui inclut des amendements votés et des amendements non votés, d'ailleurs, de manière à essayer de faire la démonstration qu'il y a une volonté d'avancer. Même si on peut plusieurs centaines d'amendements. Exactement. Ont intégré un nouveau texte qui est en ligne sur le site de l'Assemblée. Il y a une espèce d'ouverture pour que, justement, le débat ne s'arrête pas. On peut raconter ce qu'on veut, mais en fait, les faits sont là. Et c'est pas tout à fait ce qu'a dit l'opposition ou ce qu'ont dit les oppositions ce week-end. Florent Vadillo, je rappelle les mots du Premier ministre pour justifier ce 49.3. Non pour mettre fin au débat, dit-il, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Est-ce que finalement c'était pas le rôle du chef du gouvernement de siffler la fin d'une partie qui se jouait assez bizarrement, disons-le ? Oui. Mais. Parce que je l'attendais. In abstracto, oui. L'emploi du 49.3, je sais que certains poussent des cris d'orfraie, mais enfin, c'est dans la Constitution. Beaucoup de premiers ministres l'ont employé. On y viendra. Donc ça ne me choque pas qu'on emploie le 49.3. Néanmoins, dans ce cas précis, le 49.3, il est utilisé après une série de bévues absolument extraordinaires. Donc pour vous, c'est le contexte. Mais oui, parce que vous déposez un texte, vous laissez d'abord au Conseil d'État un temps extrêmement restreint, à tel point que le Conseil d'État, dans son avis, rend un avis vengeur pour dire qu'il a été piétiné. Bon. Donc, fort de cela, vous laissez encore moins de temps aux commissions et à la séance publique. Vous déposez une étude d'impact de plus de 1000 pages avec une incapacité tout simplement technique de l'utiliser. Vous ne prenez pas en considération des mécanismes de droit parlementaire qui sont soit le temps programmé, soit même pour les sous-amendements, l'article 44.2 de la Constitution. Donc, soit par impréparation, soit par caractère novice, c'est le caractère amateur que le président de la République revendique. Vous vous retrouvez dans une position où, face à une stratégie parlementaire annoncée, parce que tout le monde savait que les amendements auraient lieu, vous vous retrouvez à devoir utiliser le 49.3. Et vraiment, je tiens à distinguer, s'il n'y avait eu qu'un épisode parlementaire bâclé, le 49.3 c'est justifié. Là, le gouvernement qui maîtrise tout de même, sous la Ve République, la capacité de conduire les débats parlementaires, d'y mettre un terme et de les raccourcir, n'a rien fait de ce qu'il pouvait. À tel point même que la commission spéciale qui a été créée, l'a été d'abord dans des formes procédurales qui ne respectaient pas les règles et qui donc c'est le président du groupe communiste qui l'a rappelé à la majorité. Donc tout ça, en fait, le 49.3 vient clore une série de bévues de droit parlementaire dignes de débutants. Donc c'est ça qui est choquant en réalité. Donc plus le contexte. Jean-Pierre Mignard. Je crois que c'est une question politique quand même. Plus qu'un débat de procédure, c'est vraiment une question politique. C'est la manière dont cette affaire de réforme des retraites a été engagée. On a eu une longue... D'abord, moi j'ai fait la campagne d'Emmanuel Macron. Je ne me souviens pas qu'on ait parlé à un moment ou à un autre, effectivement, d'augmentation du temps de travail. Je me souviens très bien de la défense des systèmes par points, qui nous était ou m'était assez familier, puisque c'était la position de la CFDT, mais je ne me souviens absolument pas que cela ait été dit. D'ailleurs, le président de la République, il y a encore peu de temps, le rappelait dans une conférence de presse. Il était hostile à une augmentation du temps de travail. Or, cette affaire est née
avec la volonté par un certain nombre de membres de la majorité de poser la question du financement des retraites simultanément à celle de la réforme du système. Donc pour vous, c'est l'aile droite du macronisme oui, je le pense. qui est montée au créneau en disant... Oui, mais attends, à un moment donné, écoutez, à un moment donné, il faut quand même se dire les choses avec beaucoup de vérité. D'ailleurs, moi, je ne leur fais pas de reproche, c'était leur position. C'était leur position quand ils étaient dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ils étaient sur des positions d'ailleurs beaucoup moins radicales sur le temps, parce qu'ils étaient c'était plutôt l'aile jupéiste que celle défendue par M. Fillon. Mais enfin, en tout cas, c'était leur position. Donc ils n'ont pas abdiqué leur position, et semble-t-il, dans des arbitrages internes où je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont obtenu gain de cause. Ce qui fait que cette réforme a eu deux têtes, ou deux pères, deux mères, et à la fin, il y a des problèmes pour l'accouchement de l'enfant, on le voit bien. Donc un débat gauche-droite, si on peut dire, qui finalement réapparut au sein d'une majorité qui pensait que l'on pouvait sublimer tout ça, l'oublier et passer à un autre monde. Jean-Sébastien Ferjou, cette utilisation du 49.3, on a entendu effectivement les oppositions pousser des cris d'orfraie. C'est un outil constitutionnel, il a été utilisé une fois de plus. Que faut-il en dire? Est-ce que c'est un problème de contexte? C'est un 49.3 qui arrive après des mois de cacophonie et de bévues, comme le dit Florent Vadillo, ou il ne vous choque pas ce 49.3? L'utilisation du 49.3 en théorie ne me choque pas, mais là, dans la réalité, je ne sais pas si ça me choque, c'est juste que je trouve que la ficelle est un peu grosse, quoi. Il y a une majorité qui est clairement en grande difficulté pour les municipales. Je ne sais pas si ça met véritablement fin au débat parlementaire, mais ça met incontestablement fin au débat au sein de la majorité, parce que le sujet est là. Il y a quand même des gens qui sont en campagne, qui sur le terrain entendent beaucoup de contre-arguments ou de récriminations contre cette retraite-là, et que ça les mettait dans une situation impossible. Soit défendre la réforme au niveau national et se suicider un peu électoralement au niveau local, parce que moi je ne crois pas une seconde que l'électeur de droite soit une pauvre chose pavlovienne qui on lui dit réforme et est content et signe des deux mains. À un moment, les gens sont quand même capables d'apprécier le contenu de la réforme. En l'espèce, voilà, ce débat où la manière et les erreurs parlementaires dont vous rappeliez, mais pas seulement parlementaires, techniques aussi, font qu'on n'aura rajouté que de l'angoisse à de l'angoisse. Je ne croise dans ce pays que des gens qui disent maintenant, je sais très bien que je n'aurai pas de retraite. Alors je ne vous dis pas que la situation était parfaite avant. À la limite, quoi qu'on pense du contenu de la réforme et quoi qu'on pense du système par points, je pense que le bilan politique est calamiteux. Et quand je lis ce matin dans Le Parisien qui rapporte des propos d'Édouard Philippe qui considère que la séquence est derrière eux et que les Français sont passés à autre chose, je dis mais ce pauvre monsieur Philippe, c'est comme les 80 km/h, c'est comme la taxe carbone, c'est comme les appels. Voilà, ça c'est certain, son instinct ne le trompe jamais. Et justement, c'est la 89e fois, précisément depuis le début de la Ve République, que le gouvernement engage sa responsabilité en faisant usage du 49.3. Et c'est un Premier ministre de gauche qui l'a le plus utilisé, Michel Rocard. Petit rappel historique que je vous invite à regarder en images. 28 fois entre 1988 et 1991 pour Michel Rocard. Après lui, Édith Cresson l'a utilisé 8 fois en 10 mois. Avant eux, Jacques Chirac 8 fois. Et plus récemment, Manuel Valls 6 fois. D'ailleurs, au passage, écoutez ce que disait à l'époque Édouard Philippe, qui était alors député LR. C'était sur le plateau de Public Sénat en 2016. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Éric Delannoy, il y a des archives qui font un peu mal. Enfin non, elles font pas mal. Si on regarde la cohérence de ce que signifie le 49.3, faut voir que le 49.3, c'est une contrainte pour personne, c'est assumé par tous les pouvoirs. Je rappelle quand même que depuis la Ve République, il y a eu 26 réformes constitutionnelles qui auraient permis de l'éliminer, si c'était aussi insupportable que ça, que la seule fois où on a essayé de le réformer, c'est le 23 juillet 2008, où on n'a pas voulu le supprimer, on l'a juste un peu encadré pour limiter son recours. Donc en fait, c'est un article qui est totalement assumé par tous les pouvoirs parce qu'il permet la réforme et il permet l'action et il permet de faire en sorte justement que les minorités ne puissent pas prendre le pouvoir sur le Parlement. Ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe. C'est une vision très favorable du droit parlementaire. En fait, quand vous regardez l'historique qui vient d'être présenté, le 49.3 a été utilisé dans l'histoire autant pour combler les problématiques de majorité de circonstances que justement pour éviter les blocages. Ça a été le cas notamment dans le cas du CPE par le Premier ministre de l'époque. Ça veut donc dire que c'est un article qui est assumé par tous les pouvoirs politiques et aujourd'hui, il est bien évident que comme c'est défavorable à l'opposition, quand on est dans la majorité, c'est un outil, c'est un instrument d'action. Quand on est dans l'opposition, c'est un instrument de frustration. Donc il existe, on l'utilise, Florent Vadillo. Non, mais bien sûr. Attendez, je trouve ça absolument extraordinaire.
Le gouvernement, je vais revenir sur mon argumentaire précédent, le gouvernement s'est lui-même mis dans la nasse parce qu'il a bâclé sa réforme, l'encre n'était même pas encore sèche quand elle est allée au Conseil d'État et quand il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je finis. Donc le temps programmé ne pouvait pas être déclaré parce que vous ne vous mettez pas dans cette situation où l'opposition est toujours systématiquement opposante. Ça n'est pas vrai. C'est que le gouvernement En l'occurrence, c'est le a cas. sabré. C'est votre vision des choses, mais le gouvernement Ça a été déclaré et assumé. Le gouvernement a sabré la concertation. Il a sabré la capacité du Conseil d'État à s'exprimer. Et il a contraint le Parlement. Le Parlement, il a fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire il a déposé des amendements. Et donc vous vouliez qu'il sabre en plus la capacité à sortir correctement de cette nasse. Sur la question des sous-amendements qui occupent quand même beaucoup le gouvernement, je rappelle que l'article 44.2 qui a été utilisé pendant le mariage pour tous n'a même pas été soulevé. Donc c'est bien que le gouvernement, à la fois, il ne sait pas comment se sortir de cette difficulté-là, et qu'en plus il ne veut pas s'en sortir. Parce que c'est ça, il y a dans le gouvernement une forme d'obstination à penser que ça va passer malgré tout. Ça ne passe pas parce que après 3 ans où le Parlement s'est fait piétiner, le Parlement se rebelle avec les moyens qui sont les siens. Jean-Pierre Minard. Oui, le malaise qu'on peut avoir, c'est que le gouvernement avait quand même aussi une autre possibilité, c'était un vote bloqué, par exemple, qui consistait à voter tout ou partie du texte en demandant à la majorité sur ce point d'être disciplinée et d'être solidaire. Ce choix, il ne l'a pas fait, peut-être par crainte, je ne sais pas, car en effet, le 49.3 présente la particularité souvent d'entraîner, il n'y a pas de vote, et puis deuxièmement, ce qui met à l'abri, et dans le confort aussi, peut-être certains opposants au sein même de la majorité à la réforme, et deuxièmement, ça amène les oppositions à une motion de censure que ne voteront pas les membres de la majorité, même hostiles à la réforme. Donc c'est vrai que c'est parfaitement constitutionnel, c'est légal, et ça repousse une question politique un peu plus loin, mais qui dans tous les cas se reposera tôt ou tard. Mais la question politique se posera effectivement sur les rapports de force, mais elle se pose aussi sur le fond. C'est-à-dire qu'il y a 3 questions qui se posent. Cette réforme est-elle juste ? Quelqu'un est-il capable de répondre à cette question-là, y compris parmi la majorité? On entend des gens qui ont l'air de considérer que pour les femmes ou pour X ou X catégories, ça n'est pas le cas. Cette réforme est-elle maîtrisée? Vous le rappeliez, le Conseil d'État ou d'autres ont montré que les textes étaient quand même bizarrement écrits. Et au-delà de ça, je pense que les études d'impact sont devenues impossibles parce que le système français, de manière générale, est beaucoup trop complexe d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social. Ordonnances. Donc personne, je pense, dans ce pays n'est capable de dire ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 15 ans et quel sera l'impact réel de cette réforme-là. Et dernière question, l'équilibre des retraites ou l'avenir du système de retraite français est-il mieux garanti si cette réforme est votée que si elle n'était pas votée? Même chose, je pense que personne n'est capable de répondre. Donc je pense que ça fait quand même beaucoup d'inconnus politiques, que le gouvernement, opportunément, et notamment parce que je vous le disais tout à l'heure avec ce calendrier électoral, essaye de balayer sous le tapis, mais la question va lui revenir comme un boomerang, évidemment, et même de la part de bien d'autres gens que les opposants de la France Insoumise. Je laisse répondre Éric Delanoë et ensuite Florent Vadillo, et on va en salle des conférences. Non, mais vous avez raison, vous êtes en train de traduire le fait que cette réforme est une réforme systémique, extrêmement difficile à anticiper quant aux conséquences à long terme. Donc effectivement, essayer... Donc est-il raisonnable Est-ce que c'est raisonnable de s'y attaquer? Oui, peut-être qu'il y a eu des maladresses, j'en conviens certainement. Maintenant, moi qui suis un spécialiste de la transformation, je peux vous garantir que quelle que soit la manière de s'y prendre, ça ne pouvait que mal se passer. Ça va se faire par ajustement. Et des ajustements, il y en a déjà eu depuis début décembre. Aujourd'hui, la CFDT est prête à reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancements, notamment sur la pénibilité. Les professions sont en train de s'en saisir pour faire en sorte d'en sortir. Donc on va y arriver. Ça prendra du temps, mais on va y arriver. Vous avez l'air de considérer qu'on va arriver à un résultat qui sera plus positif. Sauf que la question qui se pose et que se posent les Français, c'est que précisément, ils sont loin d'en être certains et que malgré tout, on a l'impression que le vrai sujet politique, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu montrer que son quinquennat n'était pas terminé avec les Gilets jaunes. On ne fait aucune réforme de système de retraite. Or, il faut faire une réforme. On aurait pu faire une réforme sur le financement. Je rappelle une chose, c'est que la réforme, elle n'existe pas. On peut me parler de réforme systémique. Elle n'existe pas, la réforme. Il y a plus de 29 ordonnances prévues. Ça veut dire que ce sont 22. Ce sont 29 chèques en blanc. Donc, on peut parler d'ajustements successifs, mais il y en a 22 ajustements. Et il y a eu 2 ans de concertation, soi-disant, portée par Delevoye. Donc, honnêtement, une réforme aussi systémique, je pense qu'elle pouvait attendre 1 an de plus pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un peu moins l'impression de l'amateurisme, et surtout, parce que c'est quand même là-dessus qu'Emmanuel Macron, et j'en finis, a fait sa campagne, donner une ligne d'horizon aux Français.
Et on rejoint Jean-Sébastien Ferjou, personne ne sait ce qu'il va advenir de cette réforme, même pas les parlementaires qui la votent. Ce week-end, parmi les réactions, on a remarqué celle de Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR. Pourquoi celle-ci ? Eh bien parce qu'il soulève un autre point constitutionnel intéressant. Sur Twitter, il nous dit « L'obstruction à bon dos, le recours au temps programmé aurait permis de cadrer les débats, mais l'amateurisme du gouvernement et de sa majorité en a décidé autrement. » Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ignorent l'existence même et la définition de cette question du recours au temps programmé. Je vais donc vous interroger dans un instant. On va d'abord prolonger l'argumentation de droite avec Bruno Carucci qui est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Roger Carucci, Bruno Retailleau a déclaré que le gouvernement aurait pu éviter le 49.3 en ayant recours au temps législatif programmé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit ? C'est extrêmement simple. Le règlement de l'Assemblée nationale, l'article 49, prévoit la possibilité pour la conférence des présidents, c'est-à-dire pour les présidents de groupe essentiellement, de décider un temps programmé, 60 heures ou 120 heures. Sauf que si le gouvernement demande une procédure accélérée, c'est-à-dire demande à ce qu'il n'y ait pas 6 semaines en commission mais seulement 2, un président de groupe peut s'opposer au temps programmé en conférence des présidents. Il faut l'accord de tous. Or là, eh bien, les présidents des groupes communistes et France Insoumise, s'y sont opposés en disant vous ne pouvez pas nous dire procédure accélérée, pas de possibilité pour les commissions de travailler sur le fond, et nous dire en plus pas de débat assez long. Donc le gouvernement aurait pris la décision d'avoir un temps normal, 6 semaines de commission, et venir en séance. Le temps programmé était de droit. Ce recours au 49.3, qu'est-ce que vous en pensez qu'il arrive maintenant ? Je peux comprendre que quand il y a 41 000 amendements, on se dit on s'en sortira pas. Mais le gouvernement s'est mis tout seul dans cette situation. Parce qu'il avait largement le temps. Et puis on vient de le dire, il avait d'autres options. Il avait le temps, il pouvait faire les 6 semaines de commission, le temps programmé, ce qui aurait fait 3 semaines maximum pour finir le texte, puis de transférer au Sénat où il n'y a pas de blocage et où on aurait pris le temps et où le texte était adopté sans problème avant la fin juin. Ils s'y sont pris comme des pieds, voire comme des manches, en provoquant le Parlement et en n'acceptant pas le débat. C'est une question de quoi ? D'amateurisme ? Ou c'était une volonté, une stratégie, selon vous, de la part de La République En Marche ? De l'exécutif ? Et si c'était les deux ? Je crains que ce soit un peu les deux. Un peu, ils se sont pris au piège et pris les pieds dans le filet sur cette affaire de temps programmé. Ils pensaient que si le président de l'Assemblée le proposait, ça allait passer de soi. Ça n'est pas passé de soi parce que le règlement ne le prévoit pas comme ça. Et deuxième élément, ils ont probablement pensé qu'au bout d'un moment, les parlementaires s'épuiseraient et laisseraient passer sur les amendements. Dans les deux cas, ils se sont trompés. Mauvaise estimation de la force parlementaire et aujourd'hui, situation calamiteuse puisque le gouvernement se retrouve avec un texte dont il ne sait que faire et que le Sénat n'attendait pas spécialement comme ça. En tout cas, le Sénat va poser des conditions. Merci Roger Carucci pour vos explications et votre réponse. Merci Fanny, je vous laisse répondre. Jean-Pierre Mignard et Éric Delannoy. Il a tout dit sur le. Oui. C'était pas la solution non plus. Le blocage aurait été là. S'il y a eu blocage aussi, c'est parce qu'il y avait quand même un blocage social quand même. C'est pas simplement une question de procédure ou des obstructions parlementaires qui font. C'est qu'il y a quand même un désaccord au sein de la société qui est quand même extrêmement important. Ça, je pense que c'est le reproche premier qu'on peut faire. C'est-à-dire, une question, débat sur les retraites, ça doit demander une adhésion quand même la plus large possible. Unanime, ça me semble difficile, mais la plus large possible. Parce que c'est, comme je le dis, c'est même pas une question politique, c'est quasi une question anthropologique de savoir comment dans une société les gens vont vieillir ensemble et à quel type de partage ils consentent. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on voit bien, parce que le bon sens existe néanmoins, on voit bien qu'il y a catégorie du professionnel par métier, des travaux qui ne sont pas identiques. Donc il va falloir statuer sur des niveaux de pénibilité ou de peine qui ne sont pas identiques. Donc on va de toute façon peu à peu restaurer des régimes spéciaux. C'est-à-dire, peut-être qu'à la fin on va dire, mais en fait ça a été une grande entreprise de modernisation du système des régimes spéciaux, puisqu'à d'anciens régimes spéciaux ont succédé de nouveaux régimes spéciaux fondés ou spécifiques. Ah bah oui, oui. Ce sont des artifices sémantiques. Et là, ça peut être la chance, la seule chance qu'a le gouvernement aujourd'hui, s'il en a encore une, c'est de céder, je dis bien, de céder à l'UNSA et à la CFDT sur les propositions de pénibilité qu'elles font. C'est-à-dire que ça permet à ces syndicats de dire « nous sommes allés le plus loin possible et nous avons beaucoup obtenu ». Alors dans ces conditions, on se souviendra de tout ce qui a été dit ici,
mais à la fin, ça n'apparaîtra pas l'injustice sociale que commence à dénoncer ce soir Laurent Berger. Éric Delannoy ? Non, mais je suis en partie d'accord avec ce que dit Monsieur Mignard. C'est que, en gros, que ce soit un accord global de la population, je rappelle quand même, et je vais dire la limite de ce que je suis en train de dire moi-même, hein, je rappelle quand même que la réforme des retraites était une des promesses centrales du programme d'Emmanuel Macron. Il est vrai qu'on n'avait pas évoqué l'âge pivot et qu'on n'avait pas évoqué la conférence de financement. L'erreur a été... Non, mais de toute façon, vous verrez qu'on sera amené à en parler dans quelques années. C'est pas grave. On aurait pu le mettre sous le tapis, effectivement. Il y a Édouard Philippe qui a réussi à convaincre Emmanuel Macron qu'il fallait le mettre non pas sous le tapis, mais sur le tapis. Donc ça a probablement été. Vous avouez là. Ça a été probablement une erreur. Je suis assez d'accord. Néanmoins, c'était dans le programme. Il y avait donc une volonté de la France et du président démocratiquement élu de faire la réforme. Ça, c'est le premier élément. Ben non, mais après, on peut en mettre en cause la légitimité d'Emmanuel Macron. Oui, mais l'âge change tout. Vous êtes d'accord ? L'âge change les modalités. Après, sur un modèle comme ça, sur une réforme comme ça, j'ai une conviction absolue, c'est qu'une réforme comme ça ne peut se faire que par ajustement. Qu'on dise qu'il n'y a pas eu de concertation, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vécu, dans le cadre de la GIRC-ARCO, les concertations pendant 2 ans avec Jean-Paul Delevoye. Il y a un travail énorme de préparation qui a été fait, notamment sur des aspects techniques qui auraient été qu'il aurait été impossible de mettre dire que ça aurait sur la été table. pire s'il n'y avait pas eu ça aurait ces 2 été ans. absolument pire parce qu'on a abordé des aspects techniques qui seraient même impossibles de mettre sur la table parce qu'ils sont incompréhensibles pour le commun du mortel. Ce qui est normal, on parle de sujets techniques, on parle de sujets informatiques, on parle de sujets de rapprochement de caisses, on parle de sujets juridiques, bref, des sujets incroyablement compliqués. Donc le travail préparatoire, il était fait dans le cadre d'un accord avec les syndicats qui était très important. La CFDT et la CGT, dans ce cadre, pendant 2 ans, ont travaillé de concert avec Jean-Paul Delevoye sur ce sujet-là. C'est quand on l'a mis sur la scène politique qu'on a effectivement mis en évidence le fait qu'il y avait des gens qui n'en voulaient pas du tout. Et quand on dit d'amateurisme, moi je suis désolé, un gouvernement, pour qu'il fasse passer une réforme avec des gens en face qui de toute façon ont décidé de le détruire, coûte que coûte, et Jean-Luc Mélenchon l'a réaffirmé à dire qu'il ferait une stratégie d'obstruction. Il l'a dit, il l'a affirmé, il y a des archives qui sont en train d'être montrées pour montrer qu'en fait c'était sa stratégie de faire en sorte tout ce qu'il était en son pouvoir pour que ça ne vienne pas. À la faute. Et donc il a poussé le gouvernement à la faute. Et ce n'est pas de l'amateurisme qui fait qu'ils sont tombés dedans. C'est quand même extraordinaire. On est en train de nous expliquer que finalement le pays est ingouvernable. Parce qu'il suffit que l'opposition s'oppose. Le pays est difficilement gouvernable, je suis d'accord. Vous oubliez un point. Et il faut revenir sur l'épure de ce qu'a dit Roger Carucci. Il a dit, si le gouvernement n'avait pas déclaré la procédure accélérée, le temps programmé était de droit. De droit. Donc l'opposition n'aurait pas pu s'exprimer comme cela. Pourquoi le gouvernement n'a pas voulu avoir la procédure normale, alors même que ça lui aurait quand même permis de peaufiner les détails? Je vais y venir. Pour une simple et bonne raison, c'est que le texte était examiné le 7 mars, c'est-à-dire 1 semaine avant le premier tour des élections municipales. Et que ça, le gouvernement ne voulait pas prendre ce risque politique. Donc le gouvernement déclare la procédure accélérée sur un texte bâclé, se met lui-même face à une opposition qui est devenue irréductible, et je dis bien irréductible, parce qu'il a abdiqué lui-même ses capacités de la bâillonner. Donc qu'on ne me dise pas ça. Le gouvernement a fait un mauvais calcul politique, un mauvais calcul calendaire, et aujourd'hui on nous explique que c'est l'opposition qui est responsable de tout, alors même que la Ve République a été créée pour museler un Parlement indocile, sauf quand, effectivement, les effets de bord sont utilisés intelligemment par l'opposition. Jean-Sébastien Vergeux, après on se projette un petit peu sur la suite. Je pense que de toute façon, il était difficile, même si la réforme avait été évoquée dans le cœur du projet d'Emmanuel Macron, mais enfin, c'était pas non plus là-dessus que s'est fait la campagne, difficile de faire comme s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes. À un moment, il est difficile, enfin, il y a quand même une contradiction dans les termes, réforme systémique, minorité sociologique. Enfin, on vit une crise de défiance. Un autre gouvernement, il serait confronté de la même manière. Est-il raisonnable de s'engager dans une réforme systémique quand vous n'avez plus qu'une minorité? Et encore une fois, personne d'autre n'a une majorité alternative dans le pays. Moi, je conteste absolument pas la légitimité d'Emmanuel Macron. Je vous dis juste politiquement, ça n'a pas de sens de s'engager dans une réforme comme ça, alors même qu'on voit bien que c'est une lubie de technocrate, puisque qu'est-ce qui s'est passé? C'est Emmanuel Macron cherchait à qu'est-ce que je peux dire sur les retraites. On lui a ressorti ce qu'il y avait dans les cartons du Conseil d'État, c'est une vieille lubie du Conseil d'État, ce projet d'universalisation. Mais tout le monde voit bien qu'il y a des situations particulières. On aurait pu avoir une ambition moindre, je sais pas, dire il faut revenir sur qui mérite ou non un régime spécial, puisque de toute façon, sans avoir fait les autres réformes dont le pays a besoin, une réforme de simplification fiscale, une réforme de simplification des aides sociales, il est impossible de procéder par ajustement. Je vous rappelle que le gouvernement précédent, le quinquennat précédent, a fait rentrer 1 million de personnes dans l'impôt sur le revenu sans s'en rendre compte. Plus personne ne maîtrise
le système fiscal français. Et donc l'erreur politique, elle est là. Et encore une fois, moi je suis persuadé qu'Emmanuel Macron ne s'est engagé là-dedans que pour une seule chose. Il a voulu montrer que son quinquennat ne s'était pas terminé avec les Gilets jaunes. Et tous les regards sont désormais tournés vers le Sénat. Le texte est censé arriver à la Haute Assemblée la semaine du 20 avril. Mais Gérard Larcher voit les choses un petit peu autrement. On ne l'a appris que ce matin, mais selon le Figaro, dès mercredi dernier, le président du Sénat a envoyé une lettre à Édouard Philippe lui demandant de repousser de 15 jours l'examen du texte, le temps d'attendre les conclusions de la conférence de financement. Une conférence de financement dont Force ouvrière vient de claquer la porte. On l'apprend ce soir. Éric Delannoy, est-ce que c'est un minimum? Est-ce qu'au moins, et à l'heure où on se parle, Édouard Philippe n'a pas encore répondu à Édouard Philippe sur ce point. Est-ce qu'on peut au moins laisser 15 jours de plus au Sénat, le temps d'avoir les résultats de cette conférence de financement, d'après vous? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je ne rentrerai pas dans le débat sur le calendrier électoral parce que je ne pense pas qu'on vote au municipal en regardant les réformes nationales. Mais ça, c'est une opinion tout à fait personnelle. Et c'est, de mon point de vue, les réflexes de l'ancienne politique qui regardaient les échéances électorales pour agir ou ne pas agir. Les municipales sont très particulières. Oui, effectivement, elles sont très débat. particulières. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, il y aurait tout intérêt à attendre les conclusions de la conférence de financement et donc de reporter. Ça va donner des éléments extrêmement importants pour pouvoir continuer, des éléments qu'on attend sur l'équilibre financier potentiel, sur des accords potentiels entre les syndicats, où on va avancer de nouveau vers quelque chose de construit. Quand je parle d'avancer pas à pas, la conférence de financement en fait partie, même si je faisais partie de ceux qui estimaient que c'était pas forcément la partie paramétrique de la réforme n'était pas forcément celle qu'on devait mettre en avant. Mais ça a été mis en avant et à mon avis, maintenant, il faut aller au bout. D'autant plus qu'à travers cette conférence, on va aborder des sujets très importants à partir du moment où dans la réforme, il va y avoir des amendements qui introduisent des nouveaux droits, il va falloir les financer, donc il va falloir y répondre, même si je suis assez d'accord sur le fait que c'est très compliqué aujourd'hui de dire ce que donnera dans 20 ans une réforme qui décide aujourd'hui sur un mode de financement. Ce qui est important, c'est de définir les grands équilibres et de définir les grands principes qui vont procéder qui vont permettre l'équilibre de cette réforme. On ne trouvera jamais, mais je le dis, on ne trouvera jamais la possibilité d'équilibrer d'ici 20 ans le régime des retraites. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut qu'on pose les principes et qu'on fasse confiance derrière à ce que cet ajustement se fasse correctement. Cette demande de Gérard Larcher m'amène à une autre question, Jean-Pierre Mignard. Est-ce que cet épisode pourrait profiter au Sénat? Je vais citer Jean-Jacques Urvoas, que vous connaissez bien, Florent Vadillo, ancien garde des Sceaux, qui, dans une tribune aux Parisiens, nous dit « Pour le Sénat, l'enrayement de l'Assemblée est une chance incroyable. Une fois de plus, ce sera au sein du Palais du Luxembourg que s'écrira la loi. » Qu'en pensez-vous? Le Sénat n'a pas toujours écrit la loi, mais il est évident que, vu la crise qui secoue le pays et le blocage de l'Assemblée nationale, sa thrombose même, on peut le dire, parce qu'en effet, le Sénat porte une responsabilité. Moi, je suis assez d'accord avec la demande du président du Sénat, c'est une demande à laquelle toute une partie de la majorité, d'ailleurs, s'était associée, c'est-à-dire qu'il fallait attendre au moins le résultat de la conférence de financement, pour savoir effectivement quel était le mode de financement qui était choisi. Même pas. Fait que les députés ont quand même largement voté sur des propositions non financées, ce qui d'ailleurs, même sur le plan constitutionnel, poserait indéniablement un problème. Donc que le Sénat tente de restituer, je dirais, un minimum de bon sens, me semble, sa mission, si on admet que c'est une chambre raisonnable par rapport à une chambre quelquefois prise de folie. C'est pas impossible. Et j'ai un autre point de vue en machine, j'allais dire, un autre avis de quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Jean-Philippe de Rosier, qui fait partie de votre think tank. Et lui, à notre journaliste François Vignal de publicsénat.fr, est-ce que ça va profiter au Sénat? Il répond « Oui, le Sénat peut être avantagé car les débats y seront plus sereins, dit-il, mais non, car ce sera le texte des LR qui sortira. » Qu'en pensez-vous, Florent Vadillo? Effectivement, je suis plus d'accord avec Jean-Philippe de Rosier que Jean-Jacques Urvoas. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais le risque est que la majorité LR pousse son avantage et que le texte ne soit pas un texte de compromis, mais un texte qui soit un étendard, en quelque sorte. Donc, ce qui impliquerait que l'effet de balancier renvoie à l'Assemblée nationale le soin de toiletter un texte et de le remettre au goût du jour, en tout cas au goût du gouvernement. Sauf si, mais on n'y a pas été habitué jusqu'à présent, Édouard Philippe réussit à s'entendre avec la majorité LR du Sénat. Je crois que ça n'est pas l'intérêt de la majorité LR du Sénat, qui, à mon sens, joue plutôt l'objectif de montrer quelle réforme elle aurait voté. Donc sur cette ligne de crête qui est de dire la réforme du gouvernement elle est mauvaise pour telle raison, voilà, si nous on était aux responsabilités, voilà la réforme que l'on aurait votée. Et donc je pense ça va être très politique, donc tout ça. Elle va être très politique et l'avantage c'est que le Sénat permet ce genre d'expression parce que vous n'avez pas effectivement les excès tribuniciens qu'il y a à l'Assemblée nationale. Mais le retour de balancier risque d'être tout de même problématique ou alors le gouvernement sera assimilé à un texte LR, ce qui ne ferait que aller dans le sens de la critique. Donc je pense que c'est un
C'est un piège, le Sénat. C'est un peu un triangle des Bermudes. Le gouvernement risque de s'y perdre. Jean-Sébastien Ferjou. Je suis assez d'accord avec l'argumentation qui vient d'être exposée, d'autant qu'il y a incontestablement un argument de raison. Pourquoi devancer les résultats de la conférence de financement? Mais probablement aussi une habileté, c'est-à-dire y aura-t-il un résultat à la conférence de financement? Parce que l'éléphant dans la pièce, c'est quand même celui-là. On ne voit pas quelles solutions peuvent être trouvées ou quel compromis. Force ouvrière a quitté la conférence de financement. Non mais voilà, on ne voit pas quelle va être la solution. C'est-à-dire que ce qui est apparu comme une habileté, et c'est là quand même où il y a une forme d'amateurisme politique, et peut-être juridique aussi d'ailleurs de la part du gouvernement, ce qui est apparu comme une habileté pour se sortir de la phase aiguë du conflit et des mouvements de grève. Alors voilà, on a jeté le ballon, c'était l'idée de Laurent Berger, la beauté en touche. Oui, mais parce que une... Laurent Berger est confronté exactement à la même difficulté. Lui aussi est contesté par ses troupes. Donc de toute façon, tout le monde avait un intérêt à se sortir de ce moment de blocage. Simplement, c'est reculer pour mieux sauter, puisque la CFDT ne sera pas d'accord avec le MEDEF. De toute façon, il n'y a pas de solution. Quel compromis peut-on trouver? Il y a des demandes qui sont irréconciliables entre ce que souhaitent les différents partenaires sociaux. Donc on ne va pas, il n'y a pas de baguette magique, et je pense que le Sénat, ou en tout cas la majorité des Républicains au Sénat, parce qu'ils voient aussi qu'il y a des élections municipales, ils voient aussi qu'accessoirement les élections municipales, c'est aussi ce qui permettra de maintenir une majorité au Sénat, parce que voilà, les grands électeurs sont quand même élus, notamment lors des élections municipales. Et donc on voit bien que cette réforme-là, plus personne ne sait où elle en est. Tout le monde est dans ses petits calculs de comment on tire son épingle du jeu. Et on s'arrêtera là. On suivra évidemment le dossier de très près dans les semaines et les mois à venir. Merci à tous les quatre. Bruno Fulini, vous aussi, vous allez nous parler d'un virus. Vous êtes historien, je le rappelle. Vous collaborez à la revue L'Hémicycle. Vous publiez Les rois fous de l'histoire. Les épidémies, les pandémies, ça ne date pas de ces dernières années. Elles ont largement marqué l'histoire de France. Oui, oui, oui. Et pour remonter à la plus importante dans l'histoire moderne, je voudrais vous parler du choléra, qui n'est pas un virus, c'est une bactérie, c'est un bacille, mais c'est extrêmement contagieux et meurtrier. Au départ, le choléra était dans le nord de l'Inde, plutôt endémique, sur les rives du Gange. Simplement, avec la colonisation de l'Inde et le développement du commerce international, eh bien, au XIXe siècle, il s'est mis à voyager. Alors, en 1831, on le repère en Perse, c'est-à-dire dans l'Iran actuel. On le repère en Russie, on le repère à Berlin. Et puis, il entre en Méditerranée, à partir de l'Égypte, et il arrive en France au mois de mars 1832. Et là, c'est absolument fulgurant. Les Français sont épouvantés parce qu'à la limite, ils connaissaient la peste, ils connaissaient un certain nombre de calamités, mais pas cette maladie qui est véritablement atroce. Je passe les détails. Diarrhée, vomissement, mort par déshydratation en quelques jours, c'est épouvantable. Et cette épidémie de choléra de 1832, rien qu'en France, va faire 100 000 morts, dont 19 000 à Marseille, 18 000 à Paris. Et alors, qu'a fait le gouvernement, Bruno? Alors, le gouvernement est évidemment très surpris. Nous sommes donc sous la monarchie de Juillet. Il y a un roi des Français, Louis-Philippe Ier, avec un début de monarchie parlementaire, un chef du gouvernement qui a le titre de président du Conseil. C'est un grand financier, Casimir Périer. Et Casimir Périer est à la fois président du Conseil et ministre de l'Intérieur. Il est inquiet parce qu'évidemment, cette épidémie provoque des troubles. On accuse les chiffonniers de propager la maladie, éventuellement de manière volontaire. Et donc, il y a des scènes de rue très violentes où les chiffonniers sont pris à partie. Alors, Casimir Périer veut rassurer la population. Il veut montrer que le gouvernement se préoccupe des malades, et c'est ainsi que le 1er avril, c'est pas un gag, le 1er avril 1832, on a l'idée géniale d'envoyer le chef du gouvernement visiter les malades à l'Hôtel-Dieu. Il y va avec le prince héritier, en quelque sorte, le duc d'Orléans. Ils se présentent tous les deux à l'entrée de l'Hôtel-Dieu. Au dernier moment, Casimir Périer a un pressentiment. C'est quand même un politique. Et donc, il se tourne vers le duc en lui disant « Monseigneur, n'entrons pas ici ». Et le duc, non, ne comprend pas. Il dit, monsieur, le vin est tiré, il faut le boire. Ils entrent, ils parlent avec les malades, ils les touchent, ils les consolent. Bref, évidemment, Casimir Périer, chef du gouvernement, attrape le choléra. Il meurt 1 mois et demi plus tard, après 6 semaines d'atroce agonie. Donc oui, en période d'épidémie, il ne faut pas se serrer la main. Son successeur, ce sera le maréchal Soult. Alors lui, il sera beaucoup plus prudent. Et du coup, il va rester 9 ans au pouvoir. Eh bien, c'est un record qui n'a jamais été battu depuis en France. Oui, belle histoire. Finalement, du courage politique qui lui aura coûté très très cher.
Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Jean Arthuis, bienvenue, ancien député européen. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Bigot, bienvenue, politologue, essayiste, directeur général de l'IPAC Business School. Guillaume Clossat, bienvenue à vous également. Bonsoir. Fondateur du think tank Europa Nova et président d'Hugo Partners. Et Violaine Carrère, bienvenue, juriste et chargée d'études au groupe d'information et de soutien des immigrés. Merci à tous les quatre d'être ici. Côté européen, on l'a entendu, on n'a pas de mots assez durs pour qualifier l'attitude de la Turquie. Chantage inacceptable, nous dit Jean-Yves Le Drian. L'Europe ne cédera pas, les frontières resteront fermées, dit-il. Et puis on a Ursula von der Leyen qui nous dit cette phrase: ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus. Est-elle un peu trop sûre d'elle, Jean Arthuis, notre présidente de la Commission européenne, lorsqu'elle dit cela? Nous avons eu une image assez étonnante, oserais-je dire pathétique. Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, Charles Michel, président du Conseil, David Sassoli, président du Parlement européen, les trois têtes, les trois autorités, dans un avion, en observateur de la frontière, en spectateur en quelque sorte. J'espère que cette nouvelle crise va sortir l'Union européenne de son coma politique. Parce que nous n'avons pas vraiment tiré les enseignements de la première crise. De la première crise, 2015. On y viendra. 1 million de migrants qui franchissent la frontière. Et on est resté sur des textes anachroniques. Dublin est antérieur aux grandes migrations. Et on n'a pas tiré les conséquences quant aux moyens à mettre en œuvre. Dans l'urgence, l'Europe a cru pouvoir passer de bonne foi une convention avec M. Erdogan au mois de mars 2016. 6 milliards pour qu'il garde les un peu plus de 3 millions à l'époque réfugiés syriens sur le territoire de la Turquie. Erdogan qui reçoit chaque année 650 millions de l'Union européenne au titre d'une improbable adhésion à l'Union européenne. Mais alors, si on en reste à cette phrase précisément, Guillaume Bigot, ceux qui cherchent à tester l'unité de l'Europe seront déçus. Elle parle évidemment de la Turquie qui est en train de clairement tester l'Europe et l'unité de l'Europe. Est-ce qu'elle a raison d'être assez sûre d'elle sur ce coup-là? Pour tester l'unité de l'Europe, il faudrait qu'il y ait deux choses. Une unité et une Europe. Alors quand j'entends que l'Europe doit sortir de son état végétatif, vous savez, le traité de Rome date de 1957. Donc l'Europe n'a sûrement pas été faite pour être une puissance. C'est même une puissance extrêmement paradoxale. C'est s'attacher les uns aux autres pour ne rien décider. Et ça fait maintenant plus de 50 ans que ça se passe. Pardon ? C'est une non-puissance. C'est une non-puissance. C'est une mise en commun. C'est un moyen d'éviter de fauter à nouveau. En tout cas, ce qui existe de l'Europe, Erdogan est en train d'essayer de le tester. Alors, il faut dire que du point de vue d'Erdogan, parce que on perçoit ce qu'il dit à l'extérieur, parce que nous sommes à l'extérieur. Mais enfin, Erdogan, il a quand même sur les bras deux problèmes. Il a le problème kurde, d'une part, qui est véritablement un problème existentiel pour la Turquie, parce que c'est quand même plus d'un tiers de la surface du pays qui est peuplé de Kurdes. Et plus que d'ailleurs, c'est un tiers de la population, mais c'est probablement plus d'un tiers du territoire, en effet. Et deuxièmement, il a des soldats. Il y a plus de 55 morts. Il y a eu 35 morts récemment, 33 morts, je crois, récemment. Donc, il doit s'adresser à son opinion publique. Donc, utiliser son paillasson préféré, qu'est l'Union européenne, oui, c'est un moyen de parler à son opinion publique. Et Guillaume Clossat, on a une nouvelle équipe européenne. Est-ce qu'elle est prête à protéger cette unité? Est-ce qu'elle saura protéger cette unité de l'Europe? Ou est-ce que le test d'Erdogan pourrait être nuisible à l'Europe? Mais c'est pas ça. C'est que donc l'accord a eu lieu en mars 2016. On savait que cet accord était un accord qui allait être testé dans la durée. Moi, je me rappelle qu'avec... C'est déjà scandaleux, pardon. Mais on y viendra. C'est une dîme, en réalité. Guillaume. Avec 17 personnalités, on avait fait un appel le 9 mai 2016 pour une renaissance européenne, et on avait souligné que cet accord était un accord temporaire. Et donc, depuis 2016... on sait que cet accord est temporaire, nous les Européens. Moi, j'avais proposé au président Juncker, au vice-président Timmermans, au président Tusk et au président Hollande à l'époque, qu'il y ait un groupe de travail de haut niveau pour analyser l'impact, le développement des migrations et des crises migratoires à moyen
court, moyen et long terme. Personne n'a voulu le faire parce que on ne voulait pas rentrer dans un sujet qui était tabou et il fallait lutter contre les populismes. Et le sujet, c'est que ce sujet est pendant sur la table. Il faut arrêter d'être hypocrite et il y a un moment où il faut le traiter. Et c'est pas Attendez, on n'a pas fini ce tour de table. pardon. Un travail pour analyser une solution, c'est Albert Cohen, quoi. Non, pas du tout. C'est la SDN. Non. Écrit par Albert Cohen. Alors, messieurs, si vous permettez, il y a une quatrième personne autour de ce plateau. Je peux juste répondre. Il faut qu'il y ait une volonté politique, mais il faut comprendre le problème. Et quand on refuse de comprendre le problème, on agit mal. Et le problème aujourd'hui, c'est que sur ce sujet, on a refusé de comprendre le problème. Et le résultat, il est là. Analyser pour pouvoir décider, Guillaume. Je suis désolé. Le test pour l'Europe, c'est aussi celui de l'humanité. On a vu des images assez terribles dans le sujet qui a précédé votre venue et on va les revoir ensemble. Des images très dures de forces de l'ordre grecques qui repoussent violemment des migrants à la dérive sur leur embarcation. Les gardes-côtes grecs, de leur côté, accusent la Turquie d'escorter les migrants un peu volontairement jusqu'aux eaux territoriales grecques. Ce que fait Erdogan, c'est aussi tester l'humanité de l'Europe. Est-ce que ce test, on peut le réussir ? C'est vrai qu'on peut parler en termes humanitaires, mais c'est vrai qu'on pourrait parler quand même aussi en termes de droit. Et ça a été évoqué, il y a eu un accord signé en mars 2016, dont on rappelle en effet le coût financier qu'il a été pour l'Europe, mais dont on rappelle beaucoup moins ses objectifs et ses effets. Dans ces objectifs, il y avait en effet laissé aux frontières de l'Europe des personnes dont on n'avait pas envie de les accueillir, de s'en charger, tout demandeur d'asile potentiel qu'il soit, alors que l'Union européenne, parmi ses fondamentaux, a le respect de la Convention de Genève et le respect du droit d'asile, avec un deal qui était quand même assez curieux. C'était pour chaque Syrien renvoyé de Grèce en Turquie, la Turquie pouvait nous renvoyer une personne pour demander l'asile en Grèce. Bon, sachant que la Grèce était à cette période-là déjà, et ça n'a pas beaucoup varié depuis, dans une situation qui lui rendait très difficile d'accueillir avec une procédure d'asile qui se mettait en route lentement, et même s'il y a eu le bureau d'appui de l'Union européenne pour l'aider à enregistrer les demandes d'asile, c'était quand même une charge dont elle avait du mal à se saisir réellement. Et ce à quoi on a assisté, et qui, alors en effet, passe tout à fait les radars de cette Europe comateuse, c'est la situation concrète. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a à Lesbos, à Samos, à Chios, des dizaines de milliers à Lesbos, 20 000 personnes, dont certaines attendent depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, dans des conditions qui ont été 1000 fois décrites, qui sont mais plus que scandaleuses. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont mal nourries, mal logées, peu soignées, avec des toilettes, des douches, etc. Donc, en nombre tout à fait insuffisant. Le droit est plus que bafoué, c'est-à-dire que les deux sont bafoués, l'humanité et le droit, en l'occurrence. Et ce sont des espèces de prisons à ciel ouvert, puisque les Grecs ont décidé que c'était sur ces îles, et seulement sur ces îles, que ces migrants devaient attendre qu'on instruise leur demande d'asile et qu'on décide si oui ou non ils pourront avancer plus avant sur le continent, dans le pays déjà, et au-delà, le cas échéant. J'ajoute aussi que ce programme, cet accord UE-Turquie avait quand même aussi pour fondement et pour corollaire l'idée qu'il y aurait une relocalisation, c'est-à-dire que les divers pays de l'Union allaient se charger les uns les autres de 3000, 2000, 500 personnes donc qui étaient en Italie ou en Grèce. Et rien n'a été fait, ou très très peu. Ce que je comprends, c'est que le test, il a commencé il y a bien longtemps, et pour l'instant, l'Europe, le test, l'a complètement raté, Jean Arthuis. C'est le bilan. On reproche à l'Europe de ne pas faire ce que l'État l'empêche de faire. Car toutes les prérogatives sont restées dans la main des États. Heureusement. Dublin, c'est chaque État est responsable. L'État sur le territoire duquel tout migrant met son premier pas est responsable de l'accueil, de l'identification, de l'instruction de la demande de statut de réfugié. Et on doit s'en tenir à cela. On voit bien que Dublin ne tient plus, parce que tous ces migrants, tous ces migrants ne souhaitent pas rester ni en Grèce ni en Italie, puisque c'était les deux pays qui étaient les pays de transition en quelque sorte. Et l'Europe n'a pas évolué dans sa prise de position. Alors, Frontex, un Dublin 2, un Dublin 3, il se prépare à faire un Dublin 4. Frontex, oui, mais alors... Comme ça ne marche pas, il faut continuer. S'il n'y a pas, au plan européen, un droit d'asile qui soit le même partout, avec les mêmes procédures, les mêmes modalités, les mêmes fichiers, je crains qu'on n'ait jamais d'efficacité.
Et s'il n'y a pas des politiques courageuses de développement pour aller tarir les sources de migration dans les pays d'où viennent tous ces migrants, eh bien, nous n'en sortirons pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'au plan budgétaire, nous sommes en discussion du cadre financier pluriannuel, puisque l'Europe fonctionne avec un budget qui est arrêté pour 7 ans. Dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, les crédits relatifs à la migration et au contrôle des frontières, c'était 10 milliards. Le Parlement, dans une phase préparatoire, a demandé qu'on porte ce crédit à 33 milliards. La Commission est à 32. Mais au mois de décembre, le Conseil, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, la proposition finlandaise, a ramené les crédits à 20 milliards. Et M. Michel, qui est le président, dans les dernières propositions, est encore en retrait. Ouais. Alors, Guillaume Bigot, vous avez évoqué tout à l'heure les arguments d'Erdogan et je voudrais vous faire réagir. On va l'écouter, puisque évidemment, lui incrimine l'Europe. D'après lui, c'est l'Europe qui n'a pas tenu ses engagements après cet accord de mars 2016. On l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Après que nous avons ouvert les portes, les coups de téléphone se sont multipliés. Ils nous disent « fermez les portes ». Je leur ai dit « c'est fait, c'est fini, les portes sont désormais ouvertes. Maintenant, vous allez prendre votre part du fardeau. » Guillaume Clossas, ce que dit Erdogan à sa population, c'est en gros, j'avais prévenu, j'avais dit, j'avais agité le chiffon rouge, ils se réveillent un peu tard, les Européens. C'est vrai ou pas ? Le sujet, en fait, c'est qu'Erdogan a compris qu'il avait il a accueilli 3,5 millions de migrants, en fait, de réfugiés. Il a compris qu'il y avait un risque de 1 à 2 millions supplémentaires dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Oui. Et ça, c'est pas acceptable pour lui parce que ça va le déstabiliser politiquement. Il y a eu des élections... C'est Idlib, c'est la poche d'Idlib. Oui. Et le million de malheureux, au sein duquel il y a sans doute quelques terroristes. Oh non, non, on ne peut pas dire ça. Non, enfin, il y en a peut-être quelques-uns quand même. On n'a pas une population qui est massacrée. Toujours est-il qu'il y a une population qui vit un drame humanitaire extraordinaire, une population qui va demander à se déplacer probablement. Et puis il y a une autre partie de la population syrienne qui est aussi en train de fuir la Syrie, parce que le régime d'Assad est un régime qui est un régime totalitaire, et donc l'appel d'air est plus grand en fait. Et tout seul, évidemment, Erdogan ne peut pas. Et donc il y a un moment où la responsabilité elle est collective. Mais est-ce que ça veut dire que l'Europe n'a pas respecté le deal de départ ? Est-ce qu'il a raison aujourd'hui ? Mais ça déjà le deal de départ était inique. Non, mais non, complètement inique. Qu'est-ce que c'est que cette soi-disant puissance européenne qui se laisse casser le bras par un frère musulman, certes démocratiquement élu par son peuple, mais dont le projet assumé d'ailleurs est d'envahir l'Europe et de convertir l'Europe à l'islam. Il le dit, il le redit dans tous ses meetings politiques. L'Europe n'est pas une puissance. Je ne t'ai pas interrompu, Guillaume, je termine. Donc c'est son argument. De toute façon, il a cette idée. Ça fait partie du projet. Donc on a donné les clés de l'Europe à cet homme-là en 2016 ? C'est pas ça, c'est que imaginez qu'il fasse la grève des gardes-frontières et qu'il exerce donc ce qu'on appelle en fait un chantage. Il dit soit vous me payez une dîme, c'est-à-dire qu'il lève un impôt de force, soit je vous les envoie. Mais quelle espèce de puissance dans le monde accepterait ? Parce que M. Erdogan, il ne joue pas au droit ou il ne joue pas à l'humanitaire, il ne joue pas à la dinette, lui. Il est dans la géopolitique, il est dans la politique. Donc il est dans le rapport de force. Évidemment, une Europe puissance aurait dit, écoutez, si vous nous envoyez des migrants, on expulse les Turcs, pointe à la ligne. Bien évidemment. Excusez-moi, le même genre de pratique absolument s'est conduite pendant des années avec Kadhafi, et la même Europe a complètement, à chaque fois, cédé devant Kadhafi. Et chacun des États membres de la même façon. C'est-à-dire qu'on fait comme si on découvrait un nouveau mécanisme et comme si c'était quelque chose qui était surprenant, c'était quelque chose de très prévisible, qui avait déjà eu lieu et qui pouvait manquer d'avoir lieu à nouveau après cet accord de mars 2016. Mais c'est la candeur européenne qui est en cause. Parce que la Turquie est déjà dans l'Union européenne. Depuis 1995, les droits de douane ont disparu entre ce qui se produit en Turquie, même dans l'OTAN d'ailleurs, et le marché européen. La Turquie est dans l'espace douanier européen. L'OTAN qui demande une explication franche avec la Turquie. Dans cet accord de 2016, il était dit, d'une part, on va sous-traiter en quelque sorte l'accueil des réfugiés qui vont rester sur le territoire turc, et comme il restait une partie dans la négociation commerciale pour les produits agricoles, on en profitera pour mettre également les produits agricoles dans l'espace douanier européen. Donc il y avait là
de la part de l'Europe quelques candeurs. Et le problème de l'Europe, c'est que les différents pays, l'Allemagne et d'autres, n'avaient pas tout à fait les mêmes visions par rapport à Erdogan. Et il en a joué, naturellement. Mais non, la réalité, d'abord, c'est qu'on ne peut pas parler de puissance européenne dans tous les domaines. Non, c'est pas vrai. Attendez, on va vous laisser terminer. En matière agricole, en matière commerciale, en matière agricole, en matière d'énergie, on a un vrai pouvoir de négociation. On a un vrai pouvoir de négociation. Qu'on n'exerce pas. Qu'on n'exerce pas. Oui, mais on a un marché, oui. on a un marché qu'on a su utiliser pour continuer à exister dans la mondialisation très bien. Et il y a des domaines, et notamment le domaine migratoire et le domaine géopolitique, où les États n'ont pas voulu, et la France en premier lieu, n'ont pas voulu de voir émerger de puissance européenne. Donc c'est d'abord de la volonté des États-nations qu'il n'y a pas de puissance et pas capacité de décision. Et donc ça, il faut le dire. Et donc c'est bizarre de parler de puissance européenne alors que ce n'est pas vraiment un sujet européen. Bon, non, c'est qu'on a décidé d'être inefficace collectivement. Guillaume, on a juste décidé de ne pas être efficace collectivement. Violaine Carrel, ensuite on va en salle des conférences. Sur l'affaire avec les Turcs, c'est les Allemands qui ont pris l'initiative de l'accord. Et donc ce n'est pas un accord européen, c'est un accord à la base des Allemands qui a été ensuite supporté par les Européens. En tout cas, l'Europe, quels que soient les enjeux économiques, financiers, etc., elle s'est quand même dotée d'institutions et d'un certain nombre de règles de droit. Et ce qui est très frappant, c'est de voir qu'il y a par exemple une directive qui a été signée en 2011, qui s'appelle protection temporaire, et qui permet justement, en cas d'afflux massif, on est très loin d'afflux massif, mais enfin tout dépend de comment on baptise les choses. C'est la rhétorique d'Erdogan. Mais enfin bon, dans cette directive, il est prévu qu'en cas d'afflux massif et d'incapacité donc de l'État qui reçoit cet afflux, il y a une procédure qui est prévue, qui est demandée à la Commission, que le Conseil se prononce, et tout ça sous l'œil du Parlement. Tout ça est écrit, c'est dans l'objet d'une directive qui n'a, depuis 2011, jamais été appliquée. Alors, comment sortir de cette situation? On va essayer de se projeter un petit peu sur la suite. Quelle est l'issue à cette double crise migratoire et diplomatique? Je vous demanderai votre avis évidemment dans un instant, mais on va d'abord prendre la direction de la salle des conférences où l'on va rejoindre Steve Jourdain qui est avec Jean Bizet, président de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Oui, Monsieur Bizet, bonjour. Comment on sort de l'impasse aujourd'hui avec la Turquie? Difficile. Je crois qu'il faut rester unis. Pour le moment, c'est le cas. Et il faut enfin, si vous voulez, être d'une grande fermeté. L'Union européenne ne peut pas recevoir toute la misère du monde. C'est une évidence. Beaucoup a été fait en matière de création de Frontex, de défense de l'espace Schengen. Par contre, nous n'avançons pas sur le fameux dossier de la procédure de Dublin. Et un certain nombre d'États membres, si je puis dire, ne sont pas tous dans la même vision du sujet. Mais nous ne pouvons pas accepter à la fois de dépenser pratiquement 6 milliards d'euros, 3 milliards, un peu plus de 3 milliards ont été décaissés à l'adresse de la Turquie, et de rester sous, je dirais, la menace permanente d'un chantage à multiples facettes. Alors, Bruxelles a promis 700 millions à Athènes, ça suffit ? Je pense que dans un premier temps, ça suffit. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne le sais pas encore. Mais je crois qu'il est extrêmement important que vis-à-vis des pays de première entrée, aujourd'hui la Grèce, la Bulgarie, hier l'Italie, l'Espagne, il faut se montrer particulièrement solidaire. Et je dirais le manque de solidarité que nous avions affiché à l'époque à l'adresse de l'Italie a conduit à ce que vous savez, c'est-à-dire l'émergence, je dirais, de partis politiques extrêmes. Il ne faudrait pas que nous ayons la même conséquence en Grèce. Est-ce qu'il faut renégocier les accords de 2016 avec Ankara? Pourquoi pas, mais aussi faire preuve de beaucoup de fermeté à l'adresse d'un État qui, sur ce plan-là, qui sur le plan militaire, sur le plan géopolitique, ne se conduit pas bien. Mais la Turquie a entre 3 et 4 millions de réfugiés. Est-ce qu'elle doit s'occuper de ces réfugiés toute seule? Mais elle ne s'en occupe pas seule pour la bonne raison, c'est encore une fois, je vous l'ai dit, l'Union européenne a déjà versé à l'adresse des ONG qui travaillent, je dirais en Turquie, pratique un peu plus de 3 milliards d'euros. Mais la Turquie aimerait bien que ces fonds européens rentrent directement dans les caisses de l'État. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Et ce qui ne sera pas possible. Donc là aussi, il y a un contentieux. Mais M. Erdogan, dans ce sujet-là, comme dans beaucoup d'autres, nous a habitués, si je puis dire, à des parties de bras de fer. Et là, il est inconvenant d'utiliser des hommes et des femmes et des enfants
pour jouer, si je puis dire, une politique d'influence et un effet de levier sur l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur Bizet, d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à vous, Steve, Violaine Carrère et Jean Arthuis. C'est merveilleux comme le monde est simple. Il y a les gentils et les méchants, donc il faut faire preuve de solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, et il faut faire preuve de fermeté par rapport à la Turquie. Le problème quand même, c'est que lorsqu'on est une union, ou lorsqu'on s'efforce d'être une union, il faut aussi avoir un petit œil de vigilance sur l'ensemble des membres de la communauté qu'on essaye de construire. Or, quand la Hongrie tire sur des migrants, elle n'est pas sanctionnée. Quand la Grèce déclare qu'elle va suspendre l'instruction des demandes d'asile pendant 1 mois, elle n'est pas sanctionnée. Quand on apprend que des gardes-côtes tirent sur des migrants, la Grèce n'est pas sanctionnée. Quand on voit que les gens de l'Aube dorée peuvent agir sans qu'il y ait beaucoup de répression ou d'empêchement à leur action par la police grecque et les autorités grecques, la Grèce n'est pas sanctionnée. Quand il y a des refoulements qui sont complètement illégaux, interdits par la Convention... Donc vous nous dites qu'il y a des grands principes, et puis la réalité, c'est qu'il y a la réalité, c'est que moi je veux bien la solidarité avec la Grèce, mais la solidarité, ça passe quand même aussi par la fermeté. Et je voudrais juste au passage souligner que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, c'est pas 2011 la directive dont je parle, c'est 2001, ce qui est évidemment beaucoup pas la même chose. Jean Arthuis, c'est vrai que les mots-clés sont fermeté, solidarité, on les entend beaucoup. C'est aussi dans l'édito du Monde. Les mots-clés, c'est d'être clair par rapport à M. Erdogan. M. Erdogan joue sur tous les tableaux. Il est tantôt partenaire de M. Poutine et il s'approvisionne en S-400 chez Poutine. Il veut être membre de l'OTAN. Il joue sur les deux tableaux et là, il fait preuve d'un cynisme extraordinaire. Face à lui, je pense que l'Europe doit être d'une grande fermeté. Mais ça veut dire quoi, la fermeté? C'est-à-dire? On lui verse tous les ans 650 millions au titre de la préadhésion. Donc on arrête, par exemple? Mais oui, parce que ça va directement dans les caisses du budget de la Turquie. On verse 6 milliards qui vont certes aux organismes non gouvernementaux. Il y a un drame humanitaire qui est gigantesque. Et là, l'Europe est appelée à y faire face. Le seul problème de l'Europe, c'est qu'elle n'existe pas politiquement, puisque les États ont gardé leurs prérogatives diplomatiques et donc militaires, et l'Europe n'est qu'un marché Quand ouvert. On voit la nullité des dirigeants européens. Ouvert au monde. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait là un véritable électrochoc pour, je l'ai dit, sortir l'Union européenne de son coma politique et que l'Europe puisse enfin proclamer qu'elle a l'ambition de devenir une puissance mondiale. Guillaume Bigot. Je crois que la fermeté, on l'a très bien vu. La fermeté de l'Europe, elle existait à l'égard de la Grèce, lorsqu'il a s'agi de faire payer, cracher au bassinet à la Grèce, et de faire reculer de plusieurs dizaines de points son PIB. Là, il n'y a eu aucun problème. Pour faire monter des partis fanatiques, comme Aube dorée, par exemple, là, l'Europe a été parfaitement ferme, évidemment. Mais là, quand on entend fermeté, alors qu'on envoie 6 milliards d'euros en quelques années à ce maître chanteur, c'est une aimable plaisanterie. C'est pas lui qui les a encaissés, ce sont des ONG. Hein. Oui, enfin, vous savez ce qu'il faut penser des ONG aussi en Turquie. Il y a 3 dimensions différentes dans cette affaire, dans cette espèce de chantage compassionnel aux migrants avec force image d'enfants noyés, etc. Il y a 3 dimensions différentes. Il y a d'une part des Kurdes qui veulent se déplacer entre les frontières. Et là, les Turcs n'en veulent absolument pas. Il y a d'autre part 700 000 à 1 million d'Arabes syriens. C'est pas du tout ce dont on nous parle avec les images de Lesbos. À Lesbos, vous savez, il y a 108 nationalités, dont la principale, je crois, ce sont les Afghans ou les Albanais, qui sont absolument pas menacés chez eux. Ce sont, bien sûr, ce sont des brigands ou des trafiquants de cigarettes en général. Et on les retrouve dans les rues de Paris. Mais enfin, c'est pas très grave. Et quant aux millions ou aux 700 000 personnes qui sont en Syrie, des Arabes syriens, à mon avis, ils n'ont pas tout à fait la conscience tranquille. Je ne dis pas, ce serait caricatural, ils sont tous des djihadistes, mais je dis que cette population a été travaillée effectivement, notamment par Daesh. Donc il y a, en fait, si vous voulez, aujourd'hui en France, 150 000 à 160 000 dépôts de demandes d'asile. On ne peut pas dire que la France est un pays totalement fermé aux demandes d'asile. C'est complètement faux. Donc cette mise en scène est absolument scandaleuse. Par rapport à la Turquie et au Liban. Oui, ouvrons toutes les frontières, supprimons toutes nos frontières, évidemment. Non, mais je pense qu'il y a un problème quand même réel. C'est que... en Turquie, le degré de migrants maximum a été atteint. Il y a plus de 3,5 millions, 4 millions. C'est le problème de la Turquie. Non, c'est pas le problème de la Turquie, parce qu'on sait très bien que les populations bougent. Ils les envoient en Arabie Saoudite. Mais non, mais ça marche pas comme ça, Guillaume. Et pourquoi chez nous? On va laisser finir Guillaume Clossa, il nous reste une minute. Ils sont pas chez nous essentiellement. Il y a 5,5 millions de Syriens qui sont accueillis par les pays à côté. Et donc la part de l'Europe dans l'accueil des migrants est extraordinairement faible. La réalité, elle est là. Et donc le sujet, c'est qu'on a mis un mur autour de nous, on paie ce mur.
qui est mal organisé. Et on avait mais dit... il était aussi en Arabie Saoudite, il était aussi au Qatar, il était aussi aux Émirats Arabes Unis, des pays vides et extrêmement riches. Non, mais si, absolument. Les Émirats, Guillaume, les Émirats, c'est 10% des Émiratis qui peuplent les Émirats. Donc c'est 90% de non-Émiratis. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'il y a un tel déséquilibre entre les populations natives et les populations étrangères que s'ils en acceptent plus, ils tombent. Et donc c'est toute la zone qui est explosive. Est-ce qu'on accepte d'avoir une zone explosive de manière durable? Il fallait réfléchir avant de déséquilibrer, avant de déstabiliser la Syrie. La réflexion, elle est ancienne. C'est vrai pour la Libye aussi. Et les Européens et les Américains et les Russes ont leur part de responsabilité parce qu'on n'a pas su créer les relations qui nous permettent de gérer ce problème. Et à l'issue de c'est un problème pour nous, c'est pas un problème qu'on peut extérioriser. On a une Europe bien fragile et le test risque de s'avérer bien compliqué. Nous avons besoin d'une Europe politique. Une Europe politique, c'est l'appel qui est lancé ce soir par Jean Arthuis. Merci avec des gens de qualité, comme à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Élie Cohen, bienvenue, économiste, directeur de recherche au CNRS, professeur à Sciences Po. Erwan Tison, bienvenue, économiste, directeur des études à l'Institut Sapiens. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bienvenue, économiste, professeur à l'Université Paris 13 et secrétaire nationale du Parti Socialiste. Philippe Murer, bienvenue, vous êtes économiste et vous publiez prochainement, je le signale, Comment réaliser la transition écologique. Merci à tous les quatre d'être ici. Puisqu'on sort d'un reportage de Fabien Recker sur les entreprises françaises, je voudrais vraiment qu'on s'arrête d'abord sur le cas de la France et on dézoomera ensuite. Élie Cohen, est-ce que, oui ou non, l'heure est grave pour l'économie française à cause de ce coronavirus ? Oui, bien sûr. Je veux dire, il suffit de voir comment les prévisions économiques ont évolué au cours des dernières semaines. Il y a à peine une semaine, on disait qu'on allait avoir un impact de 1/10 de point de croissance pour la France. Il y a 2 jours, l'OCDE publiait une étude qui montrait qu'il fallait s'attendre, dans le scénario le plus favorable, à une baisse, enfin à une moindre progression de la croissance de 1,5%. Et puis en fait, pas plus tard qu'hier, l'OCDE, dans l'explication de ses propres études, disait que le scénario à moins 1,5% de croissance, c'était en fait un scénario déjà dépassé, parce que c'était un scénario dans lequel il n'y avait que la Chine qui souffrait vraiment et il y avait des micro-foyers ailleurs. Quand on intègre ce qui est déjà la situation actuelle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une pluralité de foyers, c'est déjà 1 point de croissance au niveau mondial. Et puis, dans un scénario dit dégradé, dans lequel il y aurait développement de ce qui s'observe, d'ailleurs ce qu'on observe actuellement en Italie, mais pire encore, un retour en Chine du Covid-19, c'est-à-dire après être parti, il revient à travers, par exemple, des Italiens qui vont en Chine. Ça repart. À ce moment-là, c'est encore plus en matière de baisse de dynamique de croissance. Ça veut dire que déjà, on peut dire que dans la meilleure hypothèse, la croissance en France, dans la meilleure hypothèse, sera inférieure à 1%, probablement autour de 0,8%. Et c'est pas fini, parce qu'il y a des scénarios catastrophes. C'est les scénarios où, par exemple, on fait ce qui se passe actuellement en Italie, c'est-à-dire on arrête les écoles, et donc les parents ne peuvent plus aller travailler. Et donc c'est plus un problème de chaîne de valeur, d'éléments d'importation qui manquent, c'est la paralysie progressive du système. Avec la main-d'œuvre dans l'incapacité de se déplacer. Je répète les mots de Bruno Le Maire et Erwan Tison. Il ne faut pas ménager nos efforts, nous devons mettre le paquet. Il parle d'un cas de force majeure. C'est pas un discours alarmiste à entendre, Élie Cohen, ou ça l'est, ou est-ce que c'est justifié ? Disons qu'il y a une multitude de signaux qui sont envoyés par la plupart des décideurs politiques, le ministre de l'économie, mais aussi on peut, à l'international le patron de la Fed. Oui, mais on y viendra. Je voudrais vraiment qu'on reste au cas de la France. Qui du coup nous font croire, effectivement, nous créer une espèce de panique là où il n'y a pas forcément lieu d'être, on va dire d'un point de vue purement économique. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on subit un choc d'offres qui n'est pas encore chez nous. On n'a pas encore de choc de demande dans le sens où effectivement on n'est pas encore confiné, on n'est pas encore mis en quarantaine. Donc quelque part, les signaux ne sont pas encore tout à fait au rouge vif, j'ai envie de dire. On est plutôt à l'orange. Ce qui peut nous dire que pour l'instant, on peut encore espérer avoir ce que nous on appelle un rebond en V, c'est-à-dire qu'effectivement une croissance qui pourrait plonger au premier semestre, mais qui après pourrait avoir un effet de rattrapage quelque part. Vous voulez dire que vous avez donc un scénario peut-être plus optimiste que celui qui vient de décrire, tout en restant humble, j'entends bien. Je reste humble, je ne peux pas me mesurer à M. Cohen, mais donc là-dessus, on peut se dire que le seul secteur qui pour l'instant peut en pâtir vraiment, c'est le secteur du tourisme. C'est quand même 7% du PIB. Parce qu'une chambre d'hôtel, quand elle n'est pas vendue, elle ne le sera pas, il n'y aura pas de rattrapage. Elle ne peut pas être vendue 2 fois au semestre d'après. Donc pour ce qui concerne tout le secteur manufacturier
qui encore une fois est assez faible en France. On peut s'en réjouir, on peut se réjouir de nos défauts. Mais par contre, pour le secteur de l'hôtellerie et le secteur du tourisme, là, il y a un vrai souci. Il n'y aura pas d'effet de rattrapage. Donc peut-être que les mesures effectivement qu'annonce le ministre, peut-être qu'elles doivent être ciblées pour l'instant sur ces secteurs-là. Mais après, le pire étant incertain, on ne peut pas justement savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Alors, je vais citer BPI France et je vais vous faire réagir. Isabelle Tisse-Saint-Jean, je la cite, il n'y a pas de remontée alarmante ou alarmiste du monde des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. Du coup, on n'arrive pas trop à savoir. Oui, alors il y a effectivement, on a quand même des signaux sur l'activité touristique. Donc il y a quand même déjà des signaux lourds. Donc pour ça, je tiquais quand vous disiez il n'y a pas encore, pour l'instant, on est simplement sur un choc d'offres, on n'a pas encore de choc de demande. On a quand même un secteur qui est branlant. Aux abois. Donc ça, c'est le premier élément. Après, moi, je rejoins ce que disait Elie Cohen tout à l'heure. C'est-à-dire que oui, on peut quand même craindre un effet assez important au vu de, et c'est là où tout est conditionné, au vu de l'évolution sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on a des hypothèses de travail sur l'évolution de la crise initiale qui sont avec quand même une très grande ouverture. Et donc, selon que c'est telle ou telle chose qui se produit, on va avoir des scénarios complètement différents. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on avait quand même un certain nombre d'entreprises qui sont dans des situations compliquées, qui sont quand même un peu sous perfusion en termes de liquidité, au vu des politiques qui ont été menées ces dernières années. Et donc, bon... risque de mettre la clé sous la porte. Il faudrait pas... Enfin bon, il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque. Et puis, troisième élément, on a un impact économique donc, qui reste à déterminer, mais il y a quelque chose qui est en suspens et sur lequel on va probablement revenir, c'est l'impact financier et ce qui se passe sur les marchés financiers. Et il pourrait, dans le scénario vraiment le pire du pire, un impact fort d'un point de vue économique pourrait être le déclencheur d'une panique sur les marchés financiers. À ce moment-là, on rentre dans tout à fait autre chose, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Pas tout à fait là. On a quand même des acteurs économiques qui réagissent de manière relativement coordonnée. Vous parlez du gouvernement français ? Je parle de les banques centrales, le gouvernement français. Enfin, je veux dire, il y a quand même, même au niveau européen, alors plus ou moins rapidement et une plus mobilisation ou moins en se qui est là, laissant traîner, mais il y a quand même, on a le sentiment que on veut donner le sentiment d'une responsabilité du fait que on a tiré un certain nombre de leçons de la crise de 2008, il faudra y revenir, et que donc on a des recettes et qu'on pourra les appliquer en cas de... Philippe Murer, j'insiste, restons vraiment sur la France. La Confédération des PME a demandé au gouvernement d'étudier la mise en place de l'état de catastrophe naturelle sanitaire, qui irait même au-delà du cas de force majeure cité par Bruno Le Maire lui-même. Qu'en pensez-vous ? Ils ont tout à fait raison. Le gouvernement Macron est prêt à contre-pied là-dessus, puisque c'est un gouvernement du tout marché et du tout libéral. Or, dans le pire des scénarios, il y a un risque de destruction des organisations humaines que sont ces entreprises et qui sont essentielles pour la croissance d'aujourd'hui, mais de demain et d'après-demain. Il ne faut pas détruire ces entreprises, il faut que ces entreprises restent viables, même si elles ont des problèmes de trésorerie à court terme, parce que sinon, c'est aussi des emplois à la porte et en plus, toute notre base de production qui serait détruite. Donc, il faut tout faire pour conserver cette base de production dans ce choc sanitaire. Alors, on a une vraie question. Moi, il y a une vraie question. Le problème, c'est la crise sanitaire, comme vous le dites. Et là, en Chine, le nombre de malades a baissé de 30 ou 40%. Toute la question, est-ce que c'est de l'intox ou est-ce que c'est de l'info ? Parce que le gouvernement chinois est habitué de mentir sur les statistiques. Si c'est vrai, ça veut dire que la crise pourrait durer peu de temps, 2-3 mois, s'ils y arrivent, mais il faudrait des mesures très fortes qui feraient baisser la croissance. Si c'est faux, et c'est uniquement pour relancer leur économie par rapport à leurs problèmes. Là, il y aura encore, maintenant, on va avoir une envolée des cas de contamination dans les semaines à venir en Chine. Et là, les problèmes vont s'amplifier en Chine, mais aussi partout dans le monde et en France. Alors justement, venons-en au monde et dézoomons, comme je l'ai dit en introduction. L'OCDE a fait passer la prévision de croissance de 2,9 à 2,4% pour 2020. La Fed a pris tout le monde de court mardi dernier en annonçant une baisse surprise de ses taux. On parle d'un traitement de choc, d'une crise qui pourrait être aussi grave que la crise financière de 2008. La mobilisation des économies mondiales est-elle au juste niveau ? Et qu'est-ce que ça dit de notre modèle économique ? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord rejoindre Alexandre Poussard en salle des conférences. Il est avec le sénateur des Français établis hors de France, Olivier Cadic.
Olivier Cadic, est-ce que vous estimez que les économies mondiales sont assez mobilisées en ce moment pour faire face aux effets du coronavirus ? Les économies mondiales subissent un effet. C'est à partir du moment où on empêche les gens de se déplacer, ça a des impacts. Ça a des impacts sur le tourisme, ça a des impacts sur l'économie en global, sur les secteurs d'activité. Si on ne produit plus en Chine et qu'on a besoin des composants qui sont produits en Chine pour, par exemple, développer des produits électroniques, les assembler en Europe ou aux États-Unis, eh bien, c'est toute la chaîne qui se trouve bloquée et donc des gens vont être mis au chômage technique. Et justement, est-ce que cette crise ne nous oblige pas à revoir notre modèle économique de mondialisation et notamment notre dépendance vis-à-vis de la Chine ? Alors, revoir notre dépendance vis-à-vis de la Chine, ça c'est clair. J'espère que cette fois, les gens auront compris. Ensuite, la problématique, c'est que de toute façon, nous sommes dans un monde globalisé. Donc, on doit pouvoir commercer quand même avec le monde entier. Et donc, je pense plutôt qu'il faut interroger sur la façon dont c'est géré au niveau de la santé mondiale. Est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir ? Parce que si on surréagit, ça a aussi des conséquences qui vont se révéler certainement dramatiques au niveau économique. Donc, c'est très difficile la situation dans laquelle on est. Donc pour vous, les États, les grandes puissances économiques ne doivent pas trop intervenir dans cette crise ? Mais de toute façon, aujourd'hui, on a lancé un mouvement où tout le monde, j'ai envie de dire, est dépassé. Parce que le politique, pour se protéger, va pas se mettre en danger en disant si jamais ils font pas ce qu'il faut, on va dire que c'est de leur faute s'il y a des morts. Donc évidemment, c'est logique qu'ils prennent soin de la population. Maintenant, tous les jours, il y a des décès pour des maladies, pour des tas de choses. Donc la problématique, c'est si on surréagit trop et qu'on bloque toute l'économie mondiale, tous les déplacements, et que ça s'avérait être effectivement quelque chose qui aurait pu être géré peut-être autrement, eh bien on va mesurer les effets de ce domino. Ce qui est intéressant avec ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui va nous permettre d'analyser ça dans le futur, c'est de voir justement quand on prend une telle réaction, je dirais, qui n'est pas réellement concertée, c'est que chaque État prend des décisions de bloquer tel et tel pays, ce qui fait que c'est l'anarchie totale. Donc comme ce n'est pas raisonné de façon globale, eh bien, on va voir des pays qui sont plus ou moins choqués. Très bien, donc la solution va rester dans la mondialisation, selon vous ? La solution, c'est que tout le monde travaille ensemble et prenne des actions coordonnées. Sinon, regardez, les gens sont bloqués dans un pays, on ne sait plus si on peut se déplacer, parce qu'on peut aller quelque part, mais on ne sait pas si on va pouvoir revenir. Très bien. Merci beaucoup pour votre analyse, Olivier Cadic. Merci beaucoup, Alexandre Elie-Cohen. Manque de coordination des États ? Oui, je crois qu'il faut bien voir que les situations sont différentes. Aux États-Unis, il y a eu cette baisse de taux de 50 points de base, mais d'abord, c'était possible, parce que les taux d'intérêt sont quand même plus élevés aux États-Unis que chez nous. Nous, il n'y a pratiquement pas de marge. Deuxième élément très important, il faut savoir que la performance boursière est un élément fondamental du moral des consommateurs aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle l'effet de richesse. Donc, si vous voulez, il était très important pour la Banque centrale de mettre une cale à la chute des marchés. Parce que si on laissait chuter les marchés, alors il y avait un enchaînement tout à fait désagréable sur l'activité économique. Et il ne vous a pas échappé en plus qu'on est dans un contexte électoral aux États-Unis et il n'était pas acceptable que l'activité s'effondre suite à l'effondrement de la bourse parce que la Banque centrale n'aurait pas réagi aussitôt. Le problème se pose très différemment en Europe. L'Europe est un des foyers de la crise sanitaire, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. C'est un des foyers de la crise sanitaire et la crise sanitaire se développe. Donc les décideurs publics doivent faire très attention. Alors, le gouvernement français a déjà pris des mesures, vous l'avez dit, sur la trésorerie des entreprises, mais à mon avis, il va devoir aller plus loin et il va prendre également des mesures sur l'emploi. C'est-à-dire, il ne m'étonnerait pas beaucoup qu'on prenne des décisions pour indemniser le chômage partiel suite à la crise d'offres qu'on a identifiée. Et il ne m'étonnerait pas beaucoup qu'on aille encore au-delà dans la consolidation financière d'un certain nombre de secteurs en difficulté. Parce que on a évoqué le tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme qui va mal. Je veux dire, il y a beaucoup d'activités qui commencent à connaître un sérieux ralentissement. Ça a été dit tout à l'heure par le sénateur. On est dans une situation actuelle où on n'envoie plus de missions à l'étranger pour prospecter des marchés parce qu'on a peur que les gens ne puissent pas revenir. Les équipes de dépannage des installations qu'on a ailleurs, on ne les envoie pas non plus. Donc on laisse se dégrader le système. Les investissements qu'on comptait faire dans tel projet d'énergie renouvelable, ici ou là, on dit « Ah bah, c'est peut-être pas le moment de le faire », donc on freine. Donc cette espèce de ralentissement
qui gagne progressivement va avoir aussi des effets à terme. Il ne faut pas croire que lorsque la crise va s'arrêter, tout va repartir. Non, je crains qu'il y ait des effets à distance, des situations qu'on est en train de créer actuellement. Et puis très honnêtement, j'aimerais pas être à la place du gouvernement actuel, parce que le gouvernement actuel doit arbitrer entre une priorité sanitaire et une priorité économique. Parce que, au fond, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire la Chine repart, eh bien ça aura démontré que des mesures massives d'arrêt, de blocage ont des effets beaucoup plus vertueux que la procrastination et qu'au total, des mesures drastiques de fermeture d'une zone, c'est plus profitable et en termes de santé et en termes économiques que des mesures de gestion sur la durée avec des phases différentes et compagnie. Donc le gouvernement va devoir prendre des décisions importantes et on est au cœur du processus, on n'est pas du tout en train d'observer la sortie. Et est-ce que la comparaison avec la crise de 2008 est pertinente ? Ou c'est trop tôt pour le dire? Disons que c'est peut-être un petit peu les mêmes causes, mais c'est pas les mêmes. C'est un peu les mêmes conséquences, mais c'est pas du tout les mêmes causes. Quoi qu'on, il y en a certains économistes qui pourraient vous dire qu'on assiste aussi à un dérèglement des marchés parce que ça fait plus de 2 ou 3 ans qu'en tout cas la plupart des marchés sont complètement drogués, complètement anesthésiés à l'argent gratuit et aux taux d'intérêt qui sont très bas, ce qui fait qu'en fait on a une préférence pour l'activité qui est absolument énorme. Et en fait c'est pour ça que les réponses de marché aujourd'hui, il y a qu'à regarder ce qui s'est passé hier à la Fed. Alors il faut savoir aussi que la Banque centrale aux États-Unis est quand même complètement afféodée aujourd'hui au président américain. La veille de la remontée des taux, Donald Trump avait demandé pourquoi la Banque centrale australienne avait changé ses taux et pas la Banque centrale américaine. Donc c'était politique, quoi. C'était complètement politique. Nous, heureusement, en Europe, on verra dans les jours qui viennent, mais on a à la tête de la Banque centrale une chouette, une personne qui se définit comme ça, donc quelqu'un d'un peu plus sage, donc qui pourrait en tout cas prendre un peu plus... Mais qu'est-ce qu'elle doit faire, l'Europe, déjà, première chose qu'il faut qu'on fasse, et je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il faut qu'on ait une réponse coordonnée. Mais la réponse coordonnée, elle doit être à la fois, à mon avis, du point de vue budgétaire, donc une réponse coordonnée par l'Union européenne et une réponse tout simplement au niveau des différents États. Mais là où le bas blesse, c'est que tous les États n'ont même pas la même capacité de réponse, parce que en France, par exemple, quand vous avez une dette à 100% de votre PIB, vous n'avez pas la même capacité de réponse et d'endettement que peut l'avoir, par exemple, l'Allemagne. Donc c'est un nouveau test pour l'Europe. C'est un nouveau test pour l'Europe. Et deuxièmement, il y a le volet monétaire, là aussi, qui peut aussi être intéressant. L'un peut peut-être s'occuper de l'offre, l'autre de la demande, avec peut-être à situation inédite le déploiement d'outils inédits. La Banque centrale européenne est en train d'annoncer, faire une grande revue justement d'effectifs de ces outils, de ces missions et de ces instruments. Peut-être c'est l'occasion justement de se poser son rôle un peu plus politique ou un peu moins politique justement dans la zone. Donc là, en tout cas, on est à situation inédite et l'Europe, dans toutes ses visions, dans toutes ses dimensions, doit, à mon sens, en profiter pour se réformer en profondeur et tendre vers d'être un peu plus de fédéralisme, en tout cas un peu plus d'efficacité et de coordination. Les gouvernements du monde entier sont en train de se demander comment soutenir leur activité économique. Isabelle Tisse-Saint-Jean. Alors, il y a aussi d'autres éléments qui sont en train de faire. On n'en a pas parlé, mais par exemple, il y a des fonds qui ont été débloqués pour les pays pauvres de la part de la Banque mondiale, parce que, et c'est là où on a quand même une situation privilégiée en France, et ça renvoie à la question de la dette et des dépenses publiques, on a quand même un service de santé, un hôpital public qui a beau avoir souffert, qui est quand même en capacité de gérer cette crise. Et donc il y a une très grande qualité de soins, là où les États-Unis sont en nécessité, en urgence, contrairement même à la demande de Trump qui voulait 2,5 milliards, il débloque, le Congrès américain débloque 8 milliards pour assurer le fonctionnement, la prise en charge de la crise sanitaire. Donc ça, c'est déjà un premier élément, et je crois que c'est quand même important de le remettre dans le contexte. De la même manière, j'en profite, aujourd'hui, vous savez, c'est un peu hors contexte, mais les universités, les laboratoires de recherche en France, là, aujourd'hui, sont dans une grande protestation. C'est un bon exemple. On a un chercheur qui travaillait sur le Covid-19 et dont les financements se sont arrêtés parce qu'une vision court-termiste, etc. Donc, un financement de la recherche, un financement des services de santé, des services publics résilients,
fort, puissant, c'est quand même... Et donc un État qui s'implique, des États qui s'impliquent, qui se coordonnent, des États qui face à ce s'impliquent, des coronavirus. États qui se coordonnent. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'histoire du surendettement public de la France et au fait que du coup ça empêcherait une action du gouvernement en termes de politique budgétaire. Et d'ailleurs, c'est la voie qu'ils prennent. C'est même assez surprenant. Donc on a une politique monétaire qui est menée un peu à front renversé par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. On va même plus loin dans certains instruments qui... Bon. Mais tout ça, c'est normal. Et c'est nécessaire. Philippe Murer. En fait, on est dans un capitalisme mondialisé, financiarisé, qui est extrêmement injuste pour les populations, notamment d'Europe occidentale, puisqu'elles ont perdu leurs emplois pour une partie de la classe ouvrière. Elles ont perdu leurs usines, ce qui a créé une faiblesse économique pour la France. Et maintenant, on a un risque d'approvisionnement. C'est aussi, ça c'est mondialisé, c'est les chaînes de production, mais c'est aussi financiarisé. Parce que la grosse angoisse, c'est la bulle et le monstre de Wall Street. Pourquoi ? En 2 secondes, en fait, comme le monde ne donne pas des salaires assez importants aux ouvriers et aux classes moyennes, les salaires progressent pas assez, il y a une faiblesse de la demande. Cette faiblesse est compensée par une fausse richesse, qui est l'explosion des prix des actifs. Ça peut être la hausse formidable des prix immobiliers en France, dans les grandes métropoles. Ça peut être aussi l'explosion de la bourse, dont les critères de valorisation à Wall Street sont les mêmes qu'à la veille de 1929, selon pas mal d'économistes. En fait, avec des taux bas, l'argent public, au lieu d'être créé pour l'écologie, pour développer notre système d'économie réelle, on le met dans les marchés financiers, cette planche à billets. Et là, on a un risque que le coronavirus soit une épingle qui casse la bulle. Les Américains disent « bubble everything ». Il y a des bulles partout. Et que derrière, cet effondrement crée un problème supplémentaire sur l'économie réelle et qu'on ait une boucle économie réelle, effondrement financier. Alors, il y a une réponse qui est proposée, qui est profondément scandaleuse, par Madame Janet Yellen, l'ancienne patronne de la Banque centrale américaine. Et je pense que c'est vers ça qu'on va aller. C'est des rachats d'actions. C'est par la Banque centrale américaine ou la Banque centrale européenne. Ce qui veut dire que les actifs des gens qui ont le plus d'argent, vraiment du 0 à 1%, vont être gonflés à l'hélium au lieu de gonfler l'économie réelle pour baisser le chômage. Et on voit toute l'injustice de ce modèle qu'il faut absolument revoir, qui est une catastrophe économique et aussi sociale. Et c'est une question qui se pose. Ce virus met-il à l'épreuve notre système mondialisé ? La question d'un retour au local se pose en tout cas pour Bruno Le Maire. À Athènes, il y a quelques jours, le ministre de l'économie a eu cette phrase forte: l'épidémie du coronavirus est un game changer dans la mondialisation. Comprenez que ce virus change la donne, change les règles du jeu. Il a répété le même message la semaine dernière sur ce plateau, sur Public Sénat. Il a employé 2 mots-clés: souveraineté et relocalisation. Écoutez. Je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique, l'indépendance économique de notre pays, en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie, en France ou en Europe, et pas uniquement en Chine. Nous avons décidé au G20 de suivre au jour le jour la situation de l'épidémie et ses conséquences sur l'économie. Les conséquences de court terme, la croissance, les conséquences de long terme, la nécessité de relocaliser, ça prendra bien sûr du temps, mais de relocaliser un certain nombre d'activités industrielles pour être moins dépendants de fournisseurs qui se trouvent loin de l'Europe. Élie Cohen, c'est incroyable d'entendre ça aujourd'hui. Ce Non, serait un pas virus vraiment. qui nous ferait Non, pas relocaliser vraiment. notre... Regardez ce qui se passe depuis 2 ans à peu près. On parle de plus en plus de mondialisation, de démondialisation et de régionalisation des chaînes de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est opérée en 3 temps, je dirais. Dans un premier temps, on a vu les effets des désindustrialisations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en termes politiques. Les effets de la localisation, la montée des partis populistes, tout ça a été bien analysé, notamment par des économistes, et tout ça a été relié à l'ouverture du marché à la Chine au début de ce siècle, en 2001, et on peut attribuer très clairement des poches de désindustrialisation aux États-Unis ou au Royaume-Uni à cet effet d'ouverture à la Chine. Donc il y a eu déjà une première réflexion sur le thème: ne sommes-nous pas allés trop loin et ne faut-il pas plutôt penser régionalisation des chaînes de valeur plutôt que globalisation des chaînes de valeur? C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est toute la réflexion écologique.
Vous savez qu'il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui a été fait, qui s'appelle « Les voyages d'un t-shirt ». Il raconte l'histoire d'un t-shirt entre le coton qu'on va ramasser en Afrique, qu'on va tisser, puis qu'on va ensuite... Vous avez 50 voyages de ce coton avant qu'il se transforme en t-shirt, et il passe 3 fois en Chine, 4 fois au Vietnam, etc. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de faire ces circuits, notamment en termes d'empreinte carbone? Et la traduction de tout ça, ça a été que pour la première fois, la nouvelle Commission européenne a dit Green Deal, c'est-à-dire l'Europe doit être reconstruite autour d'une exemplarité écologique. Ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément, ça a été effectivement le facteur du virus, mais le facteur du virus qui a rappelé d'autres souvenirs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu le grand tremblement de terre à Taïwan qui avait fait qu'on avait interrompu les chaînes de production de composants. Et déjà, on s'était posé la question de la trop grande dépendance par rapport aux fonderies de silicium. Oui, il y a eu le discours, mais il n'y a pas eu l'action politique. Vous avez raison. Il y a eu ensuite September 11, où on s'est dit, je me souviens que mon ami Israelevich avait dit, on a inventé la taxe Al-Qaïda et ça va être un début de démondialisation parce que les chaînes de valeur, les transactions financières vont être interrompus par ces mouvements. Et puis, c'est vrai, il n'y a pas eu d'effet. Alors, je crois qu'effectivement, les temps sont mûrs. Et par exemple, la découverte qui a été faite par beaucoup de Français, par beaucoup d'Européens, que 70, 80, 90% des principes actifs des médicaments les plus courants étaient produits en Chine, ça provoque une prise de conscience. Alors, à mon avis, ça ne veut pas dire du tout que les entreprises d'elles-mêmes vont faire le choix de se démondialiser et de se régionaliser. Je crois que les États vont devoir introduire des réglementations, notamment en matière sanitaire, disant qu'il faut qu'un minimum de 50% des principes actifs soient produits sur le territoire européen. Ça veut dire que cette épidémie pourrait avoir l'effet bénéfique, et j'emploie des guillemets évidemment, Philippe Murer, de faire revenir, relocaliser notre économie, nos entreprises et nos emplois? Oui, alors moi ça m'amuse beaucoup de voir Monsieur le maire tenir un discours de Frexiteur, de parler de souveraineté économique, parce que la souveraineté économique on l'a pas, c'est l'Union européenne qui l'a, et là il tient un discours de Frexiteur. Je pense très honnêtement que c'est le même niveau d'intox qu'en 2008, quand Sarkozy, suite à la crise, a dit « l'évasion fiscale, c'est fini ». 10 ans après, l'évasion fiscale, c'est pire. Parce que M. Cohen a raison. Il faut qu'il y ait des décisions qui sont prises. Mais qui prend les décisions sur l'économie, sur le champ de la politique commerciale, sur le champ de la politique industrielle et de la politique financière? Ce n'est pas la France, elle n'a aucune décision. C'est l'Union européenne. Peut-être que l'Europe voudra aussi relocaliser. Et non, parce que qui a la force dans l'Union européenne aujourd'hui? C'est l'Allemagne. Or, l'Allemagne a 250 milliards d'excédents commerciaux. Oui, mais il y a un coronavirus. Oui, ce qui veut dire que c'est 8% de baisse de son PIB avec les effets d'entraînement, 15% de baisse du PIB si elle revient juste à zéro à l'équilibre commercial. Donc l'Allemagne ne voudra pas et on est très entravé par notre appartenance à l'Union européenne pour faire cette politique industrielle qu'il faut faire et changer de politique commerciale. Pardonnez-moi, il nous reste 2 minutes, donc ce sera 1 minute chacun. Erwan Tison, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Oui, c'est très marrant de vouloir un repli sur soi et d'appeler à la fois une réponse coordonnée au niveau des États. C'est un certain paradoxe. C'est pas un repli du tout, une ouverture raisonnable. Sur cette volonté justement de relocaliser, parce que c'est ça ce qui en est maintenant, ça dépendra de 3 choses. La première chose, s'appuyer sur un tissu innovant. Donc on a la chance en France d'avoir le 2e stock de Fab Lab, donc de petites usines de poche, si vous voulez, de nouvelles technologies qui sont présentes. Donc ça, c'est très bien. De créer aussi des filières de formation industrielle et technologique. Là, pour le coup, on a perdu quasiment 20% de nos effectifs depuis 1980. Donc il y a des filières à recréer au sein de nos écoles. Et troisièmement, il faudra le consentement des consommateurs, parce que pourquoi est-ce qu'on a cette dépendance-là à la Chine? C'est parce que pendant plus de 30 ans, on a voulu acheter nos biens de manufacturés à 30% en dessous des prix justement des Made in France. On avait le choix dans nos rayons entre un Made in France et un Made in China. On a préféré acheter 2 fois plus de biens manufacturés d'un seul produit fabriqué en Chine plutôt qu'un seul bien produit en France. Une leçon pour les consommateurs, Isabelle Tisse-Saint-Jean. Non, effectivement, je pense que l'histoire nous dit d'aller dans ce sens-là, d'une relocalisation partielle. Alors évidemment, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs sur lesquels c'est une obligation. Il y en a d'autres où ça serait en termes... de manière générale, c'est une obligation, étant donné les considérants écologiques. Mais parfois, se surajoutent, comme pour les questions sanitaires, d'autres obligations. Après, c'est comment on y arrive. Probablement, sûrement pas dans un repli national, mais au contraire, peut-être dans une coordination européenne, dans un travail. Et il y a un dernier point sur lequel, très rapidement, sur lequel il y a urgence à agir. Si la crise économique se développe, il va falloir vraiment qu'il y ait un traitement social de ces impacts, et en particulier sur la question
question du chômage. Il y a eu quand même une réforme doit du s'arrêter là. chômage qui laisse penser que les conséquences peuvent être lourdes. Donc là-dessus, il y a attention une urgence au social après cette crise du coronavirus qui n'est malheureusement pas terminée. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé au grand débat d'ALPL. On se retrouve lundi à 17h30 et à 22h pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Très bonne soirée sur Public Sénat.